G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous accueillir ce soir encore sur notre plateau flambant neuf, vous le savez, et pourtant déjà visité par tellement d'étoiles. Et encore ici avec nous ce soir, beaucoup d'or, d'argent et même de bronze, avec notre champion aux 9 médailles, David Smetanine, nageur, de retour sur notre plateau, bienvenue. Merci, bonjour. De retour de Tokyo, cette fois-ci sans médaille, mais avec beaucoup d'honneur, bien sûr. On va en parler dans un petit instant. Et avec nous également Pierre Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour. Pierre Arnaud, président de l'Office municipal des sports, qui a enregistré un taux de fréquentation record lors de la dernière journée dédiée aux inscriptions, ce fameux forum. Est-ce que pour autant les adhésions sont-elles aussi records? Est-ce que toutes les habitudes sont de retour? On va en parler bien sûr dans un petit instant. Et merci à vous encore de votre fidélité. J'en profite d'ailleurs ce soir pour adresser une pensée toute spéciale à toutes les personnes hospitalisées au CHU de Grenoble-Alpes. Je sais que vous nous regardez très nombreux car de surcroît la chaîne y est gratuite. Alors un gros message de soutien à vous tous, un grand clin d'œil aussi à tous les soignants, les médecins, les infirmières, les infirmiers, tout le monde. Voilà, tout ce monde qui se démène chaque jour, un gros cœur sur vous. Voilà, tout de suite, c'est l'actu. Et les filles cartonnent. Honneur aux dames. C'était le plus vieux record de France de cyclisme sur piste. Marion Boras l'a explosé ce record avec 5 secondes de moins. Elle devient la plus rapide en poursuite individuelle en 3 minutes et 25 secondes. C'était aux 3 jours d'Aigle en Suisse. L'Iséroise détrône une autre Marion Cligné qui avait établi ce record en 1996. Elle n'était même pas née. D'ailleurs, Marion, elle est de Pontcharrat et nous aurons le plaisir de la retrouver ici même le 22 novembre prochain. Et une autre jeune fille dans le vent, Maya Mazara, remporte les Masters d'Épinal. La patineuse grenobloise est vice-championne de France élite et elle gagne en confiance pour ravir cette fois le titre national à la mi-décembre. Elle ne sera pas au JO faute de quota, contrairement à Kevin Emos, le grenoblois champion de France, lui en titre, qui a pris la 3e place des Masters d'Épinal. C'est bon, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon test alors qu'il se remet d'une blessure. Et retour sur le Prévert, et voilà comment le GF38 confirme ses intentions de mieux figurer en Ligue 2. Une semaine après le nul rageant à Rodez en toute fin de partie, les Grenoblois, cette fois, s'adjugent la victoire propre et sans appel, 2-0 à domicile contre Pau. Un splendide but qu'on vient de voir de Mamadou Diallo à la 39e qui transforme la domination de son équipe. Et puis un pénalty obtenu juste avant la mi-temps, transformé par Yorick Ravé. Voilà, Grenoble remonte à la 14e place avant une semaine de repos bien mérité. Et le capitaine emblématique et gardien Brice Maubleu sera avec nous lundi prochain sur ce plateau. Et là voilà, la première défaite des Brûleurs de Loups, sévèrement battus 4 buts à 1 à Angers, malgré un gros engagement et une domination évidente. Mais les Angevins ont bien joué le coup, ils ont su profiter des espaces pour s'imposer. Les Grenoblois vont tenter de retrouver leur réussite incroyable du début de saison ce mardi à Pôle Sud contre Nice. Les Brûleurs de Loups qui ont d'ailleurs commencé la saison par 17 buts en 2 matchs, c'est quand même pas mal. Et puis les volleyeurs du GVUC, eux aussi, ils ont raté la première marche de leur championnat élite. Ils se sont inclinés à Reims et lourdement 3-7 à 0. Mais ils n'ont pas tout perdu, car le Grenoble Volley a déjà gagné un titre, celui de Miss Isère, et une couronne, celle de Miss Rhône-Alpes. Charlotte Faure, licenciée au Grenoble Volley Université Club dans l'équipe première des féminines en National 2. Elle devient l'ambassadrice de notre région et elle glanera l'écharpe de Miss France en décembre prochain. J'ai gardé cette info spécialement pour David. Hein, David? Belle ambassadrice. Oui, sportive et Miss. Et oui. Le duo parfait. Quand même, hein. Elle est quand même très jolie, Charlotte. Très... Voilà, la tête et les jambes et tout ce qu'il faut. D'ailleurs, elle est sympa comme tout. Et c'est une tradition d'ailleurs pour le GVUC qui a déjà été distingué sur les podiums
Pierre, les podiums des championnats d'Europe dans les années 90, on s'en souvient, et sur les podiums des Miss. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner pour le GVUC. Bien sûr, on suivra la saison des garçons en élite avec beaucoup de ferveur. Et encore des belles jeunes femmes qui gagnent. Et enfin, une victoire pour les basketteuses de la Tronche-Mélan, battues 2 fois de suite par Toulouse en championnat et en Coupe de France. Cette fois, le BCTM s'impose à l'extérieur dans la Manche face à la Glacerie 84-61. Et l'incroyable performance de ces 217 coureurs qui sont allés au bout de cette diable de course. Et Thibaut Anselmé a été le plus rapide sur la verticale du Grand Serre. C'est le 2e kilomètre vertical le plus rapide, le plus raide du monde. 1811 mètres à 55% de pente en moyenne et même une pointe à 74%. Et le spécialiste du ski alpinisme de Bonneval a donc atteint le sommet en 32 minutes. Et la première femme, c'est Christelle Desval. À l'envers, bien sûr, parce qu'elle a grimpé sacrément vite. Elle ne comptait que 4 minutes de retard sur la ligne. Il serait bien capable d'en faire autant. D'ailleurs, Florian Joigny, le premier homme tétraplégique à avoir bouclé un Ironman en 2017, en plus avec un pneu crevé. Médaillé d'or, médaillé d'argent, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, le paracycliste handbiker a été célébré par Bourdoisan, ses amis, sa famille, ses supporters. Et toute la communauté de communes de Loisan lui a fait la fête samedi dernier au cours d'une belle cérémonie. Il enchaîne décidément les honneurs et c'est bien normal. La veille au soir, vendredi, Florian était célébré parmi tous les athlètes olympiques et paralympiques médaillés ou en lice à Tokyo. Florian est même le plus médaillé de la délégation d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une cérémonie bien sympa, très fraîche, à l'hôtel de région avec le sourire aussi de Laura Tarantola, notre rameuse médaillée d'argent, honorée elle aussi par le président Laurent Wauquiez, avec également Sandrine Schex, la grenobloise, vice-présidente à l'action sociale et au handicap. David, tu étais là aussi dans cette grande famille qui nous a soufflé plein d'ondes positives jusqu'à Paris 2024. On te voit ici très concentré aussi sur ces objectifs et sur tout ce qui s'est passé aussi au cours de cette soirée. C'est un bel événement que la région a voulu célébrer à nos côtés. Et c'est vrai que c'est toujours symbolique pour nous de revenir sur le territoire et de montrer qu'on est ravis d'être reçus, puis surtout montrer l'enthousiasme des sportifs grenoblois et de la région en général. Cette Olympiade, et puis préparer la suivante, puisque la suivante aura un poids très important. Oui, absolument. Et ce sera à la maison, on va en parler dans un petit instant. David, on a un jingle pour toi. C'est rien que pour voir aussi toute cette année le sourire de Laura Tarantola, bien sûr, une copine de cette équipe de France. David Smetanini, il faut encore les compter. Il y en a 9 médailles olympiques à ton palmarès. Ça a commencé à Athènes. Ça finira peut-être à Paris. Tu as sauté la case Tokyo, encore que. Pas de médaille, mais une sacrée performance. Il fallait le faire pour se qualifier en finale et pour décrocher aussi, pour signer une 6e place. Est-ce qu'avec le recul, on peut s'en satisfaire ? Non, ça ne se fait jamais du non-podium quand on a été médaillé à chaque fois au jeu et qu'on a travaillé aussi dur dans l'année. Bien sûr qu'on ne s'en satisfait pas et qu'on a envie de faire bien mieux que ça. Et quand on pense en plus que le podium était vraiment à ma portée, sur le 100 mètres notamment, il y avait, je pense, une place. Ça, c'est la finale qu'on voit. David, c'était particulier quand même ces conditions, pas de public dans les tribunes. C'est la règle pour tout le monde, bien sûr, mais des conditions d'entraînement particulières, ne serait-ce que psychologiquement aussi. Est-ce que ça t'avait affecté avant ces Jeux et pendant aussi ? Oui, il y a eu plusieurs choses. Il faut prendre le contexte tel qu'il est, avec un an de report qui demande beaucoup au corps. Physiquement, c'est compliqué de gérer une saison avec des trous, 3 mois sans nager, puis de nouveau des entraînements un peu en alternance, puis après un peu plus sérieusement. Ou plus régulièrement, mais on ne crache pas dans la soupe. Et je pense vraiment que cette année supplémentaire m'a aidé à me qualifier. C'était pas loin d'être, c'était quand même difficile et pas loin d'être un échec parce que la qualif n'était pas assurée du tout. Donc il fallait y arriver. Et puis ensuite, se reconcentrer, se remobiliser après un championnat d'Europe et un championnat de France au mois de mai qui ont été très importants. Et petit cycle de 3 mois derrière, ça a été difficile. Mais c'est vrai qu'il y a l'expérience aussi. On sait davantage gérer ce type de course, la préparation, le jour J. Ça a pu t'avantager aussi. Mais là, en l'occurrence, sur cette course-ci, ici, 6e place, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le chrono n'est pas à la hauteur de mon espérance. Quand je nage une 27,2, qui n'est pas un chrono plus stratosphérique aux Europes ou aux France, et que je confirme 15 jours après aux France, avec un très bon 200 notamment, qui m'aurait mis sur le podium aux Europes.
et que je me qualifie au jeu, j'attends mieux que de nager une 29. Et 6 dixièmes pour aller chercher un podium sur le 100 mètres, avec un numéro 1 mondial qui fait faux départ, il y avait une place énorme à prendre, enfin en tout cas une place à prendre. Ça n'a pas répondu comme je l'aurais voulu, j'avais vraiment la tête en place, j'étais très motivé, content d'être là et confiant dans cette compétition et cette course, cette première course en tout cas, qui m'a toujours réussi, le 100 mètres. Mais voilà, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on l'espérait, ou comme on pourrait l'espérer, pardon, et c'est vrai que dans l'eau, ça n'a pas répondu comme je l'entendais. Manque de puissance, manque de vitesse, pas les appuis aussi bons qu'au mois de mai aux Europes, et le chrono est tout de suite flagrant, quoi. Hein. Ouais, la sanction tombe tout de La suite sanction, elle est immédiate. ouais. Elle est immédiate, surtout quand on a les bras qui travaillent dans l'eau, même si j'ai un gainage, un alignement qui est très bon. Voilà, ça fait partie de ce sport et de ma catégorie. Mais Alors, cette sans les catégorie, bras, on peut le dire, elle s'appelle la catégorie S4. Oui. Donc toi, tu es tétraplégique, mais c'est un degré de handicap, en fait. Parce que c'est pour ça qu'il y a Oui. aussi J'ai des une athlètes tétraplégie, qui n'ont pas du tout le même handicap que toi. j'ai une tétraplégie incomplète, avec une réparation du tronc complètement, abdos, etc., des jambes aussi en partie. Donc, certains m'appelaient tétraplégique de luxe. Bon. Parce que tu progresses encore, il faut le dire. Oui, il y a des évolutions qui mettent dans la sensibilité dans plein de choses, bien entendu. Maintenant, pas au point de pousser sur le mur avec les jambes, pas au point d'avoir un battement de jambes efficace pour avoir un deuxième moteur dans l'eau. Mais ce sont des catégories qui, en fait, sont multiclasses. On juge le potentiel d'un athlète sur un banc de kiné. On voit son potentiel dans l'eau après, pour corriger les choses. Et on définit une classe parmi 10 autres classes. Voilà. Puis, on a des nageurs qui nagent un peu plus vite, pas un peu moins bien. Bon, il y a des atouts, des qualités chez les uns, chez les autres. Il m'a manqué un petit coup de peps et un bon niveau de forme à ce moment-là, quoi. Je pense qu'on n'a pas capitalisé comme on aurait dû cette fin de préparation pour arriver au Japon en super forme et après 17 jours de stage, être vraiment au mieux pour aller chercher cette demi-seconde qui m'a manqué pour... C'est ça, une demi-seconde, c'était serré. Alors, il faut rappeler que c'est vraiment une cour des grands, hein, vraiment. Les places sont très chères sur les Jeux paralympiques. Oui. Qu'est-ce qui a évolué, par exemple, depuis Rio, où on te voit ici gagner l'argent? Les catégories ont bougé depuis 2017 avec des changements de classe qui ont été flagrants et qui ont créé beaucoup de désordre dans les catégories. Encore là, sur le 50 libres, ma dernière course à Rio qui me permet de revenir avec l'argent de ces Jeux de 2016, on avait une classe assez homogène finalement dans les différents handicaps. Malgré les différents handicaps, c'était assez homogène. Là, on a des écarts énormes. L'Israélien Dadon, que je respecte beaucoup, tout jeune, 21 ans, mais il met une claque au record du monde de mon grand rival Richard Oribe, qui m'a suivi sur 4 Olympiades, recordman du monde pendant 13 ans. 2,56, on passe à 2,44. Quoi. Comment on peut expliquer 14 secondes d'écart ou 13 secondes d'écart sur un 200 mètres? C'est juste stratosphérique. Donc il y a quelque chose qui ont vraiment changé. Les techniques de préparation, parce qu'il y a eu une vraie évolution, alors depuis plusieurs décennies, on peut le dire, hein, puisque Oui. tu as commencé à courir il y a déjà longtemps, on peut le dire, hein, tu vas bientôt fêter tes 47 ans. Quelques jours, oui. Voilà, exactement. Et tu as été médaillé, tu es médaillé depuis les Jeux d'Athènes Oui. en 2004. Alors, ça veut dire qu'il faut toujours se remettre en question, aussi bien au niveau des technologies, des techniques d'entraînement, et puis répéter aussi sans cesse les gestes qu'il faut affiner Oui, aussi. il faut travailler encore. Intensité et technique. Intensité technique, bien entendu, c'est la première des choses dans notre sport. La technique, sans la technique, on n'avance pas dans l'eau, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est le sport pour lequel il y a le plus grand écart entre un amateur et un professionnel, si on peut dire ça comme ça, puisque la technique est énormément importante, enfin, compte beaucoup dans ce sport. Mais pour le cas israélien ou d'autres nageurs, il y a quand même des différences qui sont significatives et qui sont des différences d'ordre physique par rapport à un potentiel physique. Ensuite, sur la partie entraînement, bien sûr que sur la partie muscu, sur la partie technique, sur le volume d'entraînement, sur... Voilà, il y a des choses qu'il faut affiner, puis après, il y a la jeunesse aussi qui compte. Mais le niveau général, quelles que soient les catégories, monte énormément. Une finale S10, donc le plus petit handicap, se joue sur les bases d'un niveau N1 élite valide en France. Quoi. On a une fille S10, Chantal Zigerveld, qui est une nageuse des Pays-Bas, qui a nagé une 10-27 ou une 10-26 au 100 brasses avec une main en moins. Oui, les écarts vraiment se réduisent, comme on dit. Elle aurait été sur le podium au France oui. Élite avec une main en moins. Le niveau monte tout le temps. Ça veut dire qu'il faut travailler encore plus fort parce que l'âge aidant, forcément, la récupération peut prendre un peu plus de temps. Oui. Est-ce qu'il faut changer une manière de s'entraîner, même si elle est sans cesse remise en question, année après année? On te voit t'entraîner ici c'était à Échirolles, hein? Oui. Ça, ouais, avec Julien, mon entraîneur, ouais. oui, tout à fait. Oui, on a besoin de remise en question permanent sur la technique, sur le volume d'entraînement et sur les choix d'entraînement aussi. Je crois que cette expérience de Tokyo m'aura aussi appris qu'il faut
pour la perspective de Paris, si je touche du bois, on a du beau bois tout neuf ici, c'est très bien. Oui. Si j'arrive à aller jusque-là et finir en beauté en France, à la maison, comme on dit, il faudra faire des choix. Des choix dans les courses, parce que je ne pourrais pas tout nager et que d'aller chercher un 200 mètres aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Donc quoi, une course? Peut-être 100 et 50, mais j'aimerais peut-être faire un test cette année en me disant on va faire un test sur la vitesse pure, le 50 libre, et ensuite voir comment ça peut se passer, quoi. Ça veut dire que Paris 2024, c'est ton objectif. Tu veux aller jusque Il y a là-bas? plusieurs choses qu'il faudra prendre en compte. Déjà bien débriefer ce qui s'est passé à Tokyo et ensuite voir comment on peut réagir pour Paris. Mais c'est possible, après ce Oui, que ça oui, entend. bien sûr. L'envie, elle est là. J'ai les qualités techniques. J'ai la chance d'être bien entouré aussi. C'est pas ce que j'espérais encore une fois. Mais c'est une finale, David. Ça va peut-être me motiver pour aller jusqu'à Paris. Puis après, il y a les gens aussi qui m'entourent au quotidien qui sont très importants. Mes partenaires, j'en profite pour remercier aussi toutes ces personnes-là. Le groupe Silence à Grenoble, le groupe Stref, bien entendu. Philippe qui est un passionné de sport et toute cette entreprise-là qui me soutient et qui soutient aussi d'autres sportifs, le club de Grenoble notamment. Mais voilà, c'est les gens qui m'accompagnent au quotidien et qui me permettent aussi de pouvoir me préparer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est important. Aller chercher de l'entraînement à l'étranger, voir d'autres personnes, d'autres méthodes d'entraînement, prendre le soleil quand on en a besoin. Parce qu'en plein hiver, c'est dur des fois d'être à la maison et d'être dans un bassin de 25 alors qu'on devrait être en 50 en permanence. Donc on va chercher ça un petit peu à l'extérieur. Et puis mon club aussi derrière, il faudra faire le point avec le club pour que tout soit en place, pour que les 2 ans et demi, ça va aller très très vite, me permettre de me préparer et d'espérer une 6e qualification. Mais donc le point avec toi-même aussi, parce qu'il faut avoir l'envie. C'est dur de s'entraîner, parce que c'est pas juste, c'est bon, je fais les Jeux depuis Athènes, j'ai 9 médailles, c'est pas facile, c'est très très dur de s'entraîner. Non, et vraiment, énormément d'efforts tout le temps. Oui, vraiment, la question de fond sur laquelle je reviens rapidement, la qualif n'était pas garantie du tout, quoi. C'est une remise en question permanente. J'ai beau être champion paralympique en 2008, j'ai beau être médaille plusieurs fois depuis tous les Jeux. 4 médailles, on le dit. 4 médailles à Pékin, notamment 2 titres en or qui sont précieux, 50 et 100 mètres, 100 mètres et 50 mètres. Mais rien n'était acquis d'avance et ça ne sera certainement pas pour Paris. Et donc il faut mettre les choses en place pour que tout soit en place au bon moment et que j'arrive cette fois-ci en super forme pour une finale et qu'il soit transformé après en podium. On y croit, Pierre? Moi, je comprends David qui est déçu par sa 6e place, mais on veut gagner. Mais nous, par contre, on est éblouis par une carrière. On commence en 2004 à Athènes, on va finir à Paris en 2024. Si je compte bien, ça fait 20 ans. Et puis en plus, moi, je connais David. Là, il est énervé et je vous annonce déjà une médaille pour 2024. Bon, on va tous le suivre avec donc un nouveau logo. L'équipe de France olympique vient de dévoiler donc son nouveau logo. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une flamme bien sûr, mais c'est un coq. Ça va, vous l'avez? Un coq avec un bec en forme de V qui veut dire victoire et un coq qui nous regarde en face. Exactement. Comment tu le juges, ce logo? Alors, il est déjà identique au logo paralympique. On n'a que celui des Jeux olympiques, mais on devrait, je ne sais pas s'il est en régie quelque part, quelqu'un peut mettre le logo paralympique. Enfin, c'est le même logo, sauf qu'au-delà des anneaux, on a les Agitos, qui est le logo paralympique, mais c'est le même logo. On l'a pas, mais on l'aura. Oui, c'est le même logo et c'est important d'avoir une identité commune avec cette équipe de France qui est unifiée depuis Tokyo. Je l'aime bien parce qu'il est dynamique, qu'il est un peu plus agressif, il regarde les choses en face et c'est comme ça qu'on veut voir les choses aussi à Paris, montrer que la France est capable d'organiser de beaux jeux et que nos Français sont capables de réussir au plus haut niveau une nouvelle fois. À moi maintenant d'aller chercher cette 6e sélection et puis de montrer que malgré un certain âge, on va dire, j'ai toujours les qualités pour pouvoir réussir à finir ma carrière en beauté. Et puis ça serait vraiment la plus belle sortie que de finir à la maison, C'est ce qu'on te souhaite bien évidemment, David. Merci. Tu parles de préparation d'ici à Paris 2024. Elle n'est pas idéale pour certains athlètes, et notamment sur le terrain de l'ASPTT à la Tronche. On est allé prendre des nouvelles des frères Collet, Thibaut et Mathieu, entraînés par leur père Philippe, qui nous avaient alertés sur un problème. Regardez. À la SPTT Grenoble, on apprend à s'entraîner autrement, aux côtés des traditionnels, et on compte maintenant de nouveaux obstacles. Voiture sur la piste d'athlétisme, câble en plein milieu du terrain. Depuis plus de 3 semaines, le club partage son stade avec une communauté des gens du voyage. Les relations sont courtoises, mais ces nouveaux occupants ont un réel impact sur le club. Ça impacte très fortement notre activité et notre club de la SPTT, puisqu'aujourd'hui, à part une petite partie des athlètes, en l'occurrence principalement les perchistes, qui font de la compétition et qui peuvent s'entraîner parce que on a discuté avec les gens qui sont installés derrière et qui nous laissent la possibilité de nous entraîner sur notre stade. Et
Pour autant, on a aujourd'hui les 3/4 de nos licenciés, de nos adhérents qui ne peuvent plus venir parce que c'est pas possible. Au stade de l'île d'Amour, les adhérents peuvent encore pratiquer le saut de haie et le saut à la perche, les seuls rescapés. Mais pour autant, il faut tout de même s'adapter. Avec une seule piste de course, où il ne faut pas aller trop loin sans risquer de se faire poursuivre par un chien, et un balai incessant de voitures sur les installations, la pratique est limitée. Une situation compliquée qui joue sur les performances de ces athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que la perche ne se limite pas seulement à sauter à la perche. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. On fait du travail d'impulsion dans le sable, on fait du travail de course sur la piste, on fait du travail d'endurance comme tout athlète. Et c'est plein de petites choses, plein de petites parties de l'entraînement qu'on est obligé d'occulter pour l'instant parce qu'on n'a simplement pas accès ou alors il faut qu'on trouve d'autres méthodes. On a des décathloniens parfois qui font des lignes droites alors juste derrière nous sur la route en fait, qui sont obligés d'être sur la route pour pouvoir s'entraîner et faire un peu d'endurance. Parce que oui, simplement on n'a plus accès à notre outil de travail. Des procédures ont été engagées par la mairie de Mélan, mais la situation est au point mort tant qu'aucun nouveau terrain n'est mis à disposition. Puisque c'est une occupation illégale, une installation sauvage, la commune a porté plainte et on attend que le préfet réponde à notre plainte et organise mieux l'installation de ces personnes sur notre commune ou ailleurs. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter une installation sauvage. Avec une rentrée sportive sans la moitié de leurs adhérents, la SPTT Grenoble reste sans solution. Pour le meilleur et pour le pire, il faut alors apprendre à cohabiter. Et à faire du babysitting, donc, pour Thibaut Collet qu'on vient de voir. Pierre, sauteur en hauteur, un record à 2,10 m. Oui, Comment est-ce qu'on peut réagir ? Il y a quelques années. Je pense que c'est un problème des deux côtés. C'est-à-dire que c'est un problème pour les gens du voyage qui ne trouvent pas de terrain adéquat. Et puis c'est vrai que c'est un gros problème pour les athlètes parce que s'entraîner la piste du milieu en herbe, elle n'est pas seulement pour faire beau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des lancers. C'est un lieu de travail pour éviter d'être toujours sur le tartan parce que le tartan est plus solide, il est plus dur, donc il procure des périostites. Donc c'est dangereux. Vous avez vu le fil qui traîne autour. Donc oui, il y a vraiment une urgence à trouver des solutions. David, qu'est-ce que ça t'inspire ? J'ai un souvenir de ce stade puisque c'est aussi le stade où on fait un meeting particulier en l'honneur d'Emmanuel Eustache avec toute l'équipe du club et Marcel Ozeille qui a aussi fait partie de ma préparation et lanceur de poids, bien sûr, un grand copain pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. Bien sûr que les lanceurs ont besoin de leur espace et peut-être que si on lançait des marteaux sur les voitures, les gens finiraient par partir, quoi, je sais pas. C'est cordial, c'est cordial. Non, après, il y a une bonne entente. Ça se passe plutôt bien, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que, comme on le dit, comme ils l'ont dit très justement aussi, les jours sont comptés. On est ici dans une perspective de 3 ans, un petit peu moins maintenant. Oui, parce que Mathieu et Thibaut sont vraiment des gros espoirs. Là. À 5,74 m, c'est un très, très bel objectif. Allez, mais d'ici là, direction Pékin 2022, c'est déjà dans 4 mois. Et les fondeurs et les biathlètes du Vercors s'élanceront à l'assaut des podiums. Dans quelles conditions, on l'ignore encore. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont surmotivés, ils viennent d'être présentés à leur public à l'invitation de la communauté de communes du Massif du Vercors. C'était samedi sur le pas de tir de Corançon et c'était l'occasion de prendre des nouvelles d'Emilien Jacquelin qui se remet progressivement d'une blessure au poignet. Écoutez-le. Écoute, ça va. C'est vrai que la chute, je ne m'y attendais pas du tout. Elle s'est passée le 1er août en Norvège. J'ai été opéré 3 jours après seulement. Derrière, la route est longue, des hauts, des bas, beaucoup de motivation, parfois un peu de mélancolie à se dire que c'est très compliqué de retrouver mon niveau. Mais je m'accroche, je fais preuve, je pense, de résilience et je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite de ma carrière comme pour cette saison. J'ai envie de donner mon 100% chaque jour et cette saison aussi. Et voilà, c'est sûr que c'est pas facile, mais en tout cas, j'ai vraiment envie que cette blessure me serve pour la suite de ma vie, non pas seulement dans le sport, mais aussi dans ma vie future, comme quoi malgré les coups bas, il faut s'accrocher et continuer à y croire. Et voilà, si cette future saison peut apporter ce message-là aussi à toutes les personnes qui regardent du sport à la télé et qui plus est le biathlon, j'en serais ravi. Parce que oui, le sport, on vit une aventure personnelle, mais pas que. Et voilà, on a aussi des messages à faire passer. Et ce genre de message, je pense, est important, surtout en ces temps compliqués.
Oui, il a beaucoup de messages à faire passer, Émilien Jacquelin. On est bien sûr de tout cœur avec lui. On lui souhaite bien sûr de profiter aussi de cette expérience qui arrive. Et c'est l'occasion aussi de vous annoncer le festival Biathlon et Montagne. C'est du 22 au 24 octobre sur l'anneau de vitesse, avec comme parrain Simon Fourcade, qui gagnait déjà avant son frère Martin, un grand champion Simon. C'est à côté de la halle Clémenceau, d'ailleurs, où se tenait le Forum des sports. Pierre Arnaud, le Forum de l'Office municipal des sports de Grenoble, qui a donc enregistré il y a quelques semaines un record de fréquentation. Comment ça se fait? Alors déjà, à combien il est ce record? Bon, c'est des records. C'est au moins 2 records. C'est le record du nombre de clubs. Parce que c'est 104 clubs qui sont venus dans toute leur diversité, du A de athlétisme au Y de yoga, compétition, bien-être, santé, public à besoins spécifiques. Tout était ouvert. Et c'est vrai que ces clubs ont accueilli 5378 visiteurs. Chiffre exact, puisqu'on avait un compteur, on ne raconte pas n'importe quoi, on ne dit pas ça au hasard. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on perçoit de plus en plus une extrême diversité des gens qui viennent. Bon, bien sûr, les jeunes. Je précise quand même, pour être très exact, que ce sont les images du forum de l'année dernière, parce que là encore, la fréquentation, elle était bonne. Oui. Mais là, cette fois-ci, ça a vraiment été dans le respect des règles sanitaires. Plein de monde. Voilà, plein de monde. Il y avait une queue qui allait jusqu'après le parking de l'anneau de vitesse, justement. Et c'est vrai que ça a permis à chacun de trouver finalement le sport qu'il avait envie de faire. Alors, on voit bien des tendances qui se confirment, qui se dégagent. La féminisation des pratiques. De plus en plus d'adultes qui se mettent à faire du sport. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le développement du handisport. Donc là, il y a des vecteurs forts et ça concerne à peu près tous les sports. Alors, ça se démocratise, comme on dit, c'est-à-dire ça touche vraiment tout le monde. Ça se massifie et ça se démocratise. Alors le champion, là, sur ce coup-là, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons. Là. Bon, la première, c'est quand même l'envie. Et l'envie suite à 1 an et demi de Covid, le paradoxe du Covid, c'est que ça a invité les gens à dire mais il faut se bouger, on ne peut pas rester comme ça, et ça a produit un effet positif. Ça veut dire que certains se sont mis au sport pendant la crise sanitaire. Oui, vraiment, et puis ils désirent continuer, et c'est pour ça qu'il y a une forte demande en direction des clubs. Je crois qu'il y a un effet JO aussi, Jeux Olympiques. Si on regarde l'aviron, si on regarde l'escrime, ils explosent. Après, il y a aussi un effet aide, notamment départements, certaines villes, l'État qui contribuent à aider à prendre la licence pour les jeunes. Ce qui fait que il y a un ensemble de phénomènes qui fait que les gens s'y mettent, s'y remettent et ont une grosse demande par rapport à cette pratique sportive. Ça veut dire aussi qu'il y a un impact du fait de l'allègement des mesures aussi, ça rassure et on y va plus volontiers? Alors ça, ça dépend des publics. Bon, il y a des clubs qui explosent. La première compagnie d'arc du Dauphiné, c'est devenu le 2e club de France en nombre de pratiquants. Le tir à l'arc, là il y a un impact JO évident. Oui. Là, JO, l'aviron grenoblois évidemment, avec Laura, avec Emma Lunati, avec les frères. Les frères Turban, voilà, l'escrime Parmentier, Didier Margarita, il est hyper content. Cyclisme, j'ai eu Jean Ponard au téléphone, que David connaît bien. Voilà, et là, notamment, beaucoup de gens qui viennent en tant qu'adultes, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques, on s'aperçoit que ça a une répercussion, bien sûr, sur les jeunes, mais sur la pratique de personnes dont ils savent très bien qu'ils ne seront jamais champions olympiques, mais dont ils ont conscience que c'est nécessaire aujourd'hui. Mais certains sports collectifs ont souffert et ont peut-être aussi perdu des adhérents. Les sports collectifs couverts, notamment, ont peut-être du mal à reconstituer des équipes de jeunes. Alors, les sports collectifs ils sont pas trop en difficulté. Ça repart doucement. Je pense que les sports de combat sont en difficulté. C'est très difficile à ce que ça reparte en moyenne. C'est très tactile, c'est pour ça. Oui, c'est tactile. Il y a quand même des problèmes de contact. Il y a aussi une association qui est un gros truc sur Grenoble, ce qui est l'ASTA, l'association sportive des toujours actifs. Âge. Voilà, des toujours actifs, des 3e âge, c'était l'ancien titre. Toujours actifs. Ah oui, l'ASTA est devenue l'association sportive des toujours actifs. Et c'est vrai que là, ils ont une perte de la moitié d'adhérents, actuellement. Il y a besoin que ça reparte tranquillement. Voilà, la situation, quels que soient les sports, est à peu près la même. Ça monte en athlétisme, ça monte en aviron, ça monte en cyclisme, ça monte en tir à l'arc. Et puis, il y a des bastions là où il faut remettre une couche. Et c'est vrai que le pass sanitaire, c'est pas que c'est compliqué, c'est plutôt compliqué pour les clubs là. Alors on disait objectif performance et aussi objectif plaisir. Et puis avec toujours cet aspect très fédérateur, très convivial et très social du sport, ça peut se faire tout seul comme on voit Laura ici, Laura Tarantola sur son skiff en l'occurrence. Elle court à 2, elle justement, elle est médaillée
en deux couples, Laura, mais c'est un sport à chacun aussi sa façon de pratiquer son sport, le sport santé, mais aussi le sport social. Ça, c'est important pour les filles, pour les personnes âgées, pour les tout petits aussi. Ils ont souffert, les tout petits, du hockey quand même, aussi, avec des mois et des mois sans entraînement. C'est pas facile quand on commence. Aujourd'hui, ça y est, ils sont de retour. En fait, c'est un des deux manques de cette période Covid, ça a été la pratique physique, ça a été le lien social, clairement. Et ça, il y a une grosse demande. Alors après, il ne faut pas opposer compétition et plaisir. Ça commence par le plaisir. Non, parce que David, je pense qu'il prend du plaisir. Ou alors, s'il ne prend pas du plaisir, je n'y comprends rien du tout. Non, il y a de la compétition, il y a du bien-être, il y a de la santé, qui produisent des formes différentes de plaisir. Mais je pense que toute personne qui fait du sport le fait pour un certain plaisir. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus le bien-être dans les clubs, autrement dit, monsieur et madame tout le monde qui veulent s'entretenir. Et puis la santé, qui sont pour les gens à besoins spécifiques, en rémission. Ce que fait ITS en direction des gens atteints du cancer. Fibromyalgie et autres, enfin, c'est remarquable. Avec des activités spécifiques adaptées. Pour ces personnes allez le samedi matin à Bachelard et vous verrez ce que c'est. Quoi. Ah, d'accord, le parrain, oui, de ces activités à Bachelard. Bah oui, bon, ça s'est beaucoup développé aussi pendant le confinement, à maintenir surtout ce lien qui était très très important pour le bien-être de ces personnes qui souffrent ou qui ont souffert et qui doivent réhabituer leur corps. Un gros big up aux bénévoles aussi, qui sont toujours là, qui n'ont jamais rien lâché. Ils sont très très nombreux dans vos clubs. Ah, là, les bénévoles, ils ont fait un gros travail au cours de cette année 2020, début 2021, vraiment de résilience, de dire il faut qu'on continue à faire de la pratique, il faut qu'on continue le lien social. Bon, le milieu de l'année 2021 a été un peu compliqué parce qu'il y a une certaine lassitude, mais là, c'est reparti. Les bénévoles, on en a, il en faudrait encore plus, comme toujours. Je pense qu'une grosse problématique qu'il faut qu'on travaille, c'est celle des entraîneurs. Ça, c'est quels que soient les sports, c'est une difficulté. Et là, il faut qu'on travaille cette question-là. La question aussi des officiels dans certains sports. On a du mal à recruter. Oui, on a du mal à recruter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette le focus sur les entraîneurs, parce que autant les athlètes passent à un moment donné, autant les entraîneurs assurent la récurrence, la permanence. Il faut qu'on travaille dans cette direction. Très bien, Pierre. Une course que vous connaissez bien, c'est l'Equiden. C'est ce dimanche déjà, enfin, il est de retour. Pourquoi ? Parce que vous avez présidé l'Entente athlétique de Grenoble aussi pendant quelques années. Vous le connaissez bien, vous l'avez co-organisé. Avec Éric Le Palmec. Avec Éric Le Palmec, qu'on embrasse bien sûr. Et vous voyez ici l'équipe Télé Grenoble qui avait performé, mais très sévère. Attention, la première équipe de la presse, champion toute catégorie. Gérard Balthazar ayant gagné l'Equiden en 2012, quand il avait neigé. Bien sûr. Et qu'il avait été annulé. Bien sûr, c'est ça. Voilà, merci. C'est tout à fait ça. Il faut savoir prendre les victoires là où elles sont. Absolument. C'est pour tout le monde. C'est ce dimanche. Et voilà, c'est le marathon, ce fameux marathon. Ça vient du Japon. C'est tendance encore cette année. Voilà, ce marathon découpé par équipe en de 6. La voilure réduite à 400 équipes au lieu de 800 parce qu'il faut tenir le pari entre convivialité et conditions sanitaires. Il y a encore quelques places, mais il faut se presser là. Voilà, pour courir 5, 10, 5, 10, 5 et 7,5. Et 7,5. Voilà, c'est ça. Et Lucille, vous l'avez fait de façon remarquable. On vous a vu. Bien sûr, absolument. Merci beaucoup, Pierre. Il y a d'autres événements aussi, dont l'Equiden. On va parler tout de suite dans cet agenda préparé par Arthur Glory. Et commençons avec du chaud car il y aura le feu du côté de Pôle Sud pour le 4e match des Brûleurs de Loups en Ligue Magnus. Les BDL 7e, après leur unique défaite vendredi dernier à Angers, reçoivent les Aigles de Nice à égalité de points au classement. En cas de victoire, avec seulement 3 matchs de jouer, quand d'autres en sont déjà à 5, les Isérois resteraient dans la course au titre. Rugby, le FCG se déplace à Rouen. Après s'être incliné à domicile contre l'Aviron Bayonnais, l'équipe cherche de l'air et il pourrait bien la trouver dans le Nord. La dernière défaite marquée par un essai limite des visiteurs sera à effacer car dans le jeu, les Isérois ne se sont pas démontés. Rouen 7e contre Grenoble 9e, c'est ce jeudi à 20h45. Il faudra aussi sortir ses baskets ce week-end pour le retour de la Grenoble Equiden. Cette 12e édition du marathon par équipe de 6 commencera dès 10h dimanche. Stratégie et endurance seront de mise et il faudra courir vite, très vite même, pour battre le record de cette course effectuée en 2h, 15 minutes et 58 secondes. À vos chronos. Et battre le record de Télé Grenoble aussi, meilleure équipe média. Attention, le challenge est très relevé. Merci à tous encore de nous avoir suivis. Merci Pierre, merci David de votre fidélité. Merci. À très bientôt.
G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.